Bonsoir tout le monde. Donc, avant la partie cocktail, toujours intéressante, on va quand même écouter notre conférencier. Je vais vous le présenter brièvement. Alain Deneau fait partie du paysage intellectuel et médiatique du Québec depuis un bon nombre d'années. En tout cas, moi, c'est une présence que j'ai entendue à plusieurs reprises, que j'ai lue dans Le Devoir, dans des revues comme la revue Liberté, où il tient une chronique régulière à chaque mois depuis un certain temps. C'est un intellectuel et un essayiste au sens fort du terme qui aussi connaît le milieu universitaire. Il connaît le milieu universitaire parce qu'il y enseigne, notamment au département de sciences politiques de l'Université de Montréal, où il aura un cours cet hiver sur la pensée critique. Et je pense que le fait qu'il enseigne un cours de pensée critique est tout à fait dans ses cordes, dans le sens où ça le définit très bien. Il a été notamment connu pour un ouvrage Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique, qui est apparu en 2008 et autour duquel il y avait eu beaucoup de discussions et même une très grosse poursuite judiciaire par une compagnie minière d'un total de 11 millions. Heureusement, j'imagine, il y a eu une entente hors cours et on n'a certainement pas déboursé autant pour régler tout ça. Mais c'est vraiment un ouvrage qui avait mis Alain Deneau et ses collaborateurs sur la carte. Et depuis ce temps, Alain Deneau a publié une série d'ouvrages, dont celui dont il nous entretiendra aujourd'hui, Paradis fiscaux, la filière canadienne. Mais son plus récent, c'est pas son plus récent livre, son plus récent livre vient tout juste de paraître, et je vous le mentionne, La médiocratie. Si vous voulez en savoir plus, il y avait une entrevue dans Le Devoir de cette semaine, je crois, mardi, où vous pouviez avoir un aperçu de cet ouvrage qui, grosso modo, nous dit que les médiocres sont maintenant partout. Ça ne surprendra peut-être pas ceux qui suivent un peu la campagne électorale, mais bon, ça finit mon commentaire ici. Le fait est que avec Alain Deneau, vous avez une pensée qui est, je dirais, articulée autour de deux grandes dimensions, et en fait une troisième. La première dimension, c'est celle de la dénonciation. Dénonciation des paradis fiscaux, dénonciation du rôle des compagnies minières, et aujourd'hui on en aura certainement un aperçu, avec une critique des idées reçues. Je pense que dans son texte, dans sa chronique, pardon, qu'il tient dans Liberté, je vais vous lire les trois dernières chroniques, juste le titre. Le leurre du dialogue social, dans le dernier numéro de la revue Liberté. L'autre de cet été, Le colonisateur fantôme. Et la dernière chronique dont je vais vous lire le titre, Je savais que je ne savais pas. Donc je pense que vous avez ici le ton de quelqu'un qui est, que je décrirais comme un empêcheur de penser en rond, c'est-à-dire qui est très, très critique, et qui, la troisième dimension de sa pensée, je pense que ça va ressortir peut-être aujourd'hui. En tout cas, ça ressort à chaque fois que j'entends une entrevue avec vous, que je lis un texte, l'idée qu'il y a un bien commun, et qu'il faut s'occuper de la chose publique. C'est quelque chose qui ressort souvent dans les entrevues avec Alain Deneau, et c'est, je pense, une dimension importante, mais je m'arrête ici parce que c'est maintenant le temps de lui passer la parole et pour qu'il nous livre sa conférence. Merci. Merci beaucoup à Pamela Singh et à Frédéric Boilly pour cette invitation et pour cette présentation circonstanciée. J'en suis très touché. Merci d'être ici. Je suis ravi de pouvoir, qui plus est en français, présenter à Edmonton cet enjeu tellement fondamental des paradis fiscaux. J'ai l'habitude de dire que les paradis fiscaux sont, du point de vue de la politique, un enjeu aussi majeur que les variations climatiques quant à la question écologique. C'est une question qui va traverser le 21e siècle. C'est un enjeu fondamental. Et j'aurais voulu aujourd'hui, en montrant quelle est la responsabilité historique du Canada en la matière, expliquer en quoi nous avons 4 grandes raisons de nous préoccuper des paradis fiscaux. En quoi ils nous touchent, et ce sera les 4 grands thèmes de mon intervention, c'est-à-dire qu'il y a des raisons de nature fiscale, économique, criminologique et politique de se soucier des paradis fiscaux.
Et nous sommes d'autant plus invités à le faire que notre pays, d'une manière tout à fait méconnue, compte parmi les pionniers des paradis fiscaux, c'est-à-dire les architectes des législations de complaisance de la Caraïbe britannique, sans parler de notre propre législation à maints égards. Mais avant d'aborder ces 4 points, je voudrais définir, pour qu'on s'y retrouve, ce qu'est un paradis fiscal, en relevant qu'au fond, on en a tous et toutes une conception intuitive, puisqu'ils font quand même partie depuis quelques décennies de notre cadre de référence. Il suffit d'avoir vu, là, un parton de référence bien élémentaire, il suffit d'avoir vu un film de James Bond, d'avoir lu un roman de John Grisham, d'avoir s'être intéressé à la bande dessinée belge, pour être tombé d'une manière tout à fait claire, comment dire, d'une manière opérante, sur des références à des paradis fiscaux comme le Luxembourg, les Bermudes, la Suisse, les îles Caïmans, les Bahamas, le Liechtenstein, Monaco, Singapour, ainsi de suite. On connaît à peu près ces paradis fiscaux-là de nom comme ça intuitivement. On se dit que si quelqu'un a un compte bancaire aux Bahamas, c'est sans doute pas pour gérer un dépanneur dans des conditions tout à fait régulières, quoi. Donc, il y a des raisons occultes qu'on ne maîtrise pas nécessairement techniquement, mais dont on comprend le ressort. Et donc, ce qu'on sait lorsqu'il s'agit d'évoquer les paradis fiscaux, c'est qu'il y en a, c'est vraiment pas une carte exhaustive, là, c'est plus pour vous situer, mais il y en a quelques 80-90 dans le monde selon les définitions, et ils sont souvent constitués de petits pays ou de petites législations. Ce ne sont pas nécessairement des pays, ça peut être des dépendances britanniques, caribéennes, ou ça peut être un État américain comme le Delaware, ou des pays qui ont un statut administratif particulier. Ce sont parfois aussi des États. Il reste qu'ils sont concentrés dans d'actuelles ou d'anciennes colonies de la Caraïbe. Vous en voyez une liste là, assez longue, là, les Bahamas, la Barbade, Antigua, Barbuda, Grenade, Sainte-Lucie, ainsi de suite, Saint-Kitts et Nevis. Vous avez des petits pays d'Europe qu'on connaît très bien comme étant des refuges pour des grands acteurs fortunés ou des grandes entreprises. Le Luxembourg, la Suisse, Monaco, le Liechtenstein, la République maltaise, la City de Londres, qui est une sorte d'État dans le Royaume-Uni, qui est un périmètre de banque au cœur de la ville de Londres, qui a un statut à part. On pourra en nommer d'autres, Andorre, ainsi de suite. Et on a sinon quelques législations de complaisance aussi en Asie, les îles Marshall, Hong Kong, Singapour, notamment. Qu'est-ce qui caractérise ces législations-là? 4 choses. Là, les 4 points, ce n'est pas les 4 de ma présentation, c'est la définition type des paradis fiscaux. Je suis encore dans le propos liminaire. Il y a 4. Quand on lit le CDE, quand on lit des économistes, là, il n'y a rien de polémique dans tout ça. Là, il y a 4 caractéristiques qui concernent les paradis fiscaux. Le premier point, c'est que dans un paradis fiscal, l'expression le dit, il y a un taux d'imposition nul ou quasi nul sur certaines entités ou certaines opérations. Si dans un pays, on prévoit dans le droit du pays la possibilité de créer une société exemptée ou une société internationale ou une banque internationale ou d'ouvrir un compte bancaire alors qu'on n'est pas présent dans la législation, il est prévu que les revenus qui sont engagés par ces entités ou ces comptes-là soient affranchis d'impôts. Bon, ça, c'est une première caractéristique. Quand on a un compte bancaire à Belize et qu'on crée une filiale là-bas en gérant une entreprise ici, c'est rarement pour aller y payer 50% d'impôts. Le deuxième point concerne la loi. La loi, dans les législations de complaisance, ne mérite même pas ce nom-là. C'est une anti-loi. C'est une loi qui existe pour neutraliser le droit tel qu'il existe ailleurs. C'est une loi qui retourne le droit tel qu'il existe ailleurs comme un gant. Alors, vous avez un dispositif légal en Allemagne qui prévoit tout ce que prévoit un dispositif légal, payer des impôts, reconnaître un certain nombre de règles en ce qui concerne la divulgation d'informations, ainsi de suite. Au Liechtenstein, on va créer un droit qui neutralise celui-là. En gros, qui va permettre tout ce qui est interdit ailleurs. On retourne la législation allemande comme un gant et on en fait le négatif, un peu comme en photographie. C'est comme ça qu'il faut voir la loi. Donc la loi, elle permet tout.
Et vous aurez parfois des libellés, là, j'exagère à peine, là, des libellés qui vont dire dans notre législation, toute société exemptée peut être représentée par n'importe quel avocat d'affaires qui représente n'importe quel administrateur qui n'a pas à être nommé. Le capital peut être de n'importe quelle envergure, être géré n'importe où, à n'importe quelle fin. Alors, tout est possible. Dans la loi, on va écrire en quelque sorte qu'il n'y a pas de loi. C'est une loi qui neutralise la loi. Donc, dans les paradis fiscaux et dans les législations de complaisance, on ne trouve pas de droit digne de ce nom. C'est un antidroit, un droit négatif. Bon, deuxième point. Troisième point concerne le secret administratif, le secret bancaire. Et c'est un intérêt fondamental des législations de complaisance. Le code pénal, très souvent dans les législations de complaisance, est ainsi fait qu'il est impossible pour l'administrateur d'une banque, d'une société privée, de divulguer quelque information que ce soit concernant ses clients. C'est passible de poursuite aux criminels. Les premiers qui ont fait ça sont les Suisses en 1934 et ils ont eu beaucoup d'émules, de sorte qu'on a reproduit ce système un peu partout, grâce notamment à l'ingéniosité d'avocats canadiens qui, dans les années 50-60, étaient dans la Caraïbe et ont développé des libellés, des cadres légaux interdisant la divulgation d'informations, de sorte que, lorsqu'un juge d'instruction français, un enquêteur de l'Agence canadienne du revenu ou un enquêteur de l'IRS aux États-Unis vont dans une législation de complaisance ou envoient des demandes dans une législation de complaisance à propos de tel ressortissant qui manifestement fraude l'impôt par la législation de complaisance ou blanchit des capitaux issus d'activités criminelles en passant par un paradis fiscal, on va se faire répondre « Désolé, chez nous, la loi nous interdit de vous dire quoi que ce soit ». Et c'est pas le pays qui va répondre ça, c'est le banquier. Par exemple, un jour, il y a eu en Suisse, c'est pas autant permissif qu'on peut le croire, là, un jour, il y a eu une démarche judiciaire contre une banque suisse en Suisse, et la banque suisse en Suisse a dit on peut pas vous donner l'information parce qu'elle est inscrite dans les comptes de notre filiale aux Bahamas, et en vertu du droit des Bahamas, on n'a pas le droit de vous dire qu'est-ce qui ressort de ce compte-là. Donc, autrement dit, le secret bancaire rend opaque l'activité et permet l'impunité, permet la dissimulation, permet l'opacité. C'est le troisième point. Quatrième point concerne, et ça c'est fondamental si on veut comprendre le problème des paradis fiscaux hein, et leur aberration politique, les législations de complaisance et les paradis fiscaux ne prévoient pas d'activité substantielle. Et on pourrait même le dire de manière plus marquée, prévoient qu'il n'y ait pas d'activité substantielle. Par activité substantielle, je veux dire une activité réelle. Lorsqu'une société d'Edmonton crée une filiale aux Bahamas, ou à la Barbade, ou dans les îles Vierges britanniques, et qu'on se rend compte à la fin de l'année qu'il y a des activités qui représentent, je ne sais pas, un volume de 2 millions de dollars. Sur place, dans les Bahamas, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'employés, il n'y a pas d'activité qui génère ces capitaux-là. Hein? C'est simplement par des ordinateurs qu'on fait transiter des fonds dans des entités qui ne sont que des coquilles vides. Ce sont des boîtes aux lettres. Vous avez, par exemple, aux îles Caïmans, un immeuble qui héberge des milliers de multinationales. Et comme avait dit Obama un jour quand il avait parlé de cet immeuble-là, il avait dit ou bien c'est la plus grande arnaque du monde ou c'est l'immeuble le plus haut de la planète. Parce qu'il y avait tellement de sociétés qui étaient inscrites dans cet immeuble-là que c'était à croire qu'il y avait 3000 étages. Mais en fait, quand on y va, il y a un personnel, quelques avocats d'affaires et une équipe d'appoint qui permet d'enregistrer des sociétés. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les administrateurs, depuis Edmonton, depuis Toronto, depuis Montréal, depuis New York, depuis Boston, depuis Francfort, depuis Londres, depuis Paris, depuis Tokyo, avec leur ordinateur, activent des comptes, activent des sociétés. Mais les activités ont lieu dans les principaux marchés. Et donc, le caractère aberrant du régime des paradis fiscaux tient en ceci qu'on peut aujourd'hui, c'est tout à fait nouveau dans notre histoire, scinder, quand on gère un groupe,
le lieu où on court des opérations et le lieu où elles sont enregistrées. Hein? J'ai à Edmonton une usine, j'ai des employés à Edmonton, j'ai des voitures de fonction à Edmonton, j'ai mes clients à Edmonton, le savoir-faire à Edmonton, mais toute la comptabilité se fait en Suisse et aux Bahamas et à la Barbade. Parce que je ne paye pas d'impôts là-bas et je n'ai pas à répondre de certains droits. Et je n'ai pas aussi à être contrôlé par un État. Évidemment, il y a une partie de l'activité qui continue d'être gérée ici minimalement, mais on trouve des astuces, c'est ce que je vais montrer, pour éviter que l'activité soit essentiellement gérée ici. Le premier problème par rapport à tout ce manège, il est d'ordre fiscal. James Henry du Tax Justice Network USA estime qu'il y a entre 21 000 milliards de dollars et 32 000 milliards de dollars qui circulent aujourd'hui dans les paradis fiscaux. 21 000 milliards de dollars, c'est 21 et 12 zéros. Ce qu'il faut comprendre du point de vue fiscal, et ça c'est un petit peu comme le Père Noël, il faut apprendre qu'il n'existe pas un jour, c'est que les multinationales n'existent pas comme on les conçoit habituellement. Une multinationale n'est pas une entité une. Que ce soit McDonald's, Coca-Cola, Goodyear, Shell, ainsi de suite, les entreprises multinationales sont des groupes, des bouquets d'entités qui n'ont en fait de point d'ancrage particulier nulle part. Ce sont des multinationales. Elles peuvent exister dans une myriade de filiales. Et le conseil d'administration gère ces filiales-là. Et c'est pour ça que dans le monde, la moitié des transactions financières internationales sont intra-groupes. C'est-à-dire que c'est des filiales qui s'envoient de l'argent entre elles et qui s'envoient des factures et qui s'envoient des prestations. À quoi cela rime et qu'est-ce que cela permet? Cela permet aux groupes, aujourd'hui, c'est le gros problème, de concentrer des capitaux dans des filiales où il n'y a pas d'imposition, où il n'y a pas de loi, tandis que les lieux où se trouve l'activité font l'objet d'un profit moindre, voire nul. Aujourd'hui, au Canada, officiellement, les entreprises ont investi 200 milliards de dollars dans les paradis fiscaux. 200 milliards de dollars dans les paradis fiscaux, officiellement, c'est censé être des fonds qui sont investis dans des immobilisations, c'est-à-dire dans des usines, dans du personnel, dans des biens, alors qu'en réalité, ce sont des fonds, comme je le disais tout à l'heure, qui transitent dans des coquilles vides. En principe, ce sont des immobilisations. Selon Statistique Canada, ce sont des fonds qui sont investis. Mais en fait, à chaque année, ils se renouvellent, ces fonds, parce qu'ils circulent à toute vitesse, puisqu'ils sont immobilisés en rien. Et notamment, le pays où le Canada investit le plus, le pays où le Canada se trouve à mobiliser le plus de fonds, du point de vue de ses entreprises, là, le pays où les entreprises canadiennes se trouvent le plus actives, sur papier, c'est la Barbade, après les États-Unis. C'est le deuxième pays, 72 milliards de dollars qui y sont placés et qui vraisemblablement se renouvellent, encore une fois, parce qu'à ce que je sache, il n'y aura pas les Jeux olympiques à la Barbade dans 2 ans. Et en fait, on investit 72 milliards de dollars pour délocaliser des fonds afin qu'ils ne soient pas imposés. Comment est-ce que cela fonctionne? Cela fonctionne d'abord avec la complicité de notre État. Le Canada a signé en 1980 un accord de non-double imposition avec la Barbade, ce qui est aberrant. En soi, un accord de non-double imposition entre deux États n'est pas aberrant si les deux États se ressemblent. Si le Canada signe avec l'Allemagne un accord de non-double imposition, c'est censé. Cela permet à une entreprise canadienne de créer une filiale à la Barbade, d'investir vraiment dans du personnel, dans des usines, dans du savoir-faire, d'avoir des clients éventuellement en Europe, de comptabiliser des actifs en Allemagne, de éventuellement engranger un profit, de payer des impôts sur ce profit-là et, dans un deuxième temps, de transférer ces fonds-là éventuellement au Canada. Et de dire au gouvernement canadien, ce capital-là a déjà été imposé en Allemagne, il n'est pas censé qu'il soit imposé une deuxième fois. C'est ça un accord de non-double imposition. C'est censé lorsque les deux pays se ressemblent, comme deux pays de l'OCDE, disons.
Mais quand le Canada signe un accord de non-double imposition avec la Barbade, il ne fait qu'aménager une échappatoire pour son oligarchie. Pourquoi? Parce qu'à la Barbade, il n'y a pas d'activité réelle et il y a un taux d'imposition de moins de 1%. Parfois, il est de 0,25%. Alors, qu'est-ce que fait l'entreprise canadienne? Qu'elle soit à Edmonton, à Toronto ou à Montréal. Elle crée une filiale à la Barbade et elle cède à sa filiale, puisque le groupe n'est qu'une myriade de filiales, elle cède à sa filiale des actifs. Par exemple, le droit d'utilisation de sa propre marque. Je fais des fromages qui s'appellent les bons fromages. Ma marque est connue de tous. Je fais de la publicité. Ma marque est devenue célèbre. Je cède les droits d'utilisation de ma propre marque à ma filiale. Et évidemment, ma filiale, elle est sadique avec moi. Elle exige de moi des honoraires de fou. Donc, à chaque année, j'envoie à ma filiale des honoraires parce que je dois payer pour utiliser ma propre marque. Là, je ne parle pas des voitures de fonction, puis du service de comptabilité, puis du service de distribution, et ainsi de suite. C'est ce qui fait qu'en 2011, par exemple, Google a placé 10 milliards de dollars aux Bermudes, dans sa filiale des Bermudes. Et c'est pas qu'aux Bermudes, il y a une équipe sur 8 étages qui travaille à générer des bénéfices. Il y a une secrétaire puis 2 avocats. Mais en fait, on a fait en sorte que la filiale bermudéenne de Google, en lien avec une autre filiale aux Pays-Bas et en lien avec une autre filiale en Irlande, dans un montage, se fasse des échanges de fonds de façon à ce que l'argent aboutisse aux Bermudes et que la société ne paie en 2011 que 2,4 % d'impôts à l'échelle mondiale. Ce qui est infiniment moins qu'un pourboire. C'est la même chose pour Amazon, c'est la même chose pour Starbucks, c'est la même chose pour Google, c'est la même chose pour tous les groupes auxquels vous pouvez penser. Il y a un problème majeur, c'est qu'en fait, les entreprises, contrairement à ce que veut le discours idéologique, à savoir qu'elles sont accablées d'impôts, qu'il y a trop d'État, trop de charges, ainsi de suite, au contraire, elles bénéficient infiniment des investissements publics. Un investisseur qui arrive ici, qu'est-ce qu'il a tout de suite à sa disposition, là, sans avoir encore dépensé une scène? Qu'est-ce qu'il a à sa disposition, l'investisseur qui arrive ici à Edmonton? Déjà, des universités, un aéroport, un système routier, un système de justice qui garantit son enrichissement illimité, la formation professionnelle de gens qu'il peut embaucher d'office, qui sont formés sur mesure, des gens alphabétisés, des hôpitaux, un système de santé pour soigner un personnel. Le même investisseur, vous le mettez dans un pays qui a été complètement dominé par des forces kleptocrates, colonialistes, ainsi de suite. Il doit tout payer lui-même. Les routes, le dispensaire, le service de sécurité, ainsi de suite, avec tout ce que ça peut supposer de frais. Alors, l'investisseur qui est ici bénéficie déjà des investissements publics. Et en fait, le moment de l'impôt n'est pas seulement un mécanisme qui permet de manière fort perfectible là, de redistribuer la richesse, c'est un moment anthropologique aussi. C'est ce que j'appelle la pointe d'épine dans le gras du riche, qui lui rappelle qu'il doit à la communauté le fait des conditions de possibilité de son enrichissement personnel. S'il n'y a pas des infrastructures publiques, l'investisseur qui arrive ici doit tellement tout mettre en branle pour commencer une activité qu'il va se ruiner avant même qu'il y ait la moindre opération en vigueur. Mais les paradis fiscaux permettent aux entreprises d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire de bénéficier ici de toutes les infrastructures qu'offrent les services publics, de bénéficier aussi d'une paix sociale relative, d'un grand nombre d'avantages sans payer son dû. Et à ce titre-là, quand on parle des paradis fiscaux, on peut se dire que ceux-ci engendrent pour la population 4 grands coûts. Les populations payent à 4 titres le fait de l'évitement fiscal, le fait de voir les entreprises continuellement envoyer de l'argent à l'étranger. 5 grands coûts. Le premier grand coût, ce sont précisément ces milliards qui, par dizaines, fuient le pays et ne sont pas imposés. Ça, on comprend que si on n'arrive pas à imposer ces capitaux-là, au bout du compte,
il n'y aura plus personne pour financer les services publics. Le deuxième coup, il a trait au dumping. C'est que les gouvernements, depuis des décennies, à mon sens à tort, mais néanmoins dans un jeu qu'ils ont appris à jouer, les gouvernements se présentent comme étant en concurrence avec les paradis fiscaux. Le Canada est en concurrence avec les Bermudes qui ont un taux d'imposition de 0% sur certaines sociétés, avec la Barbade qui a un taux d'imposition de 0,25% sur certaines activités. Et donc, le gouvernement canadien, qu'est-ce qu'il fait pour retenir les capitaux qui restent, pour retenir les capitaux qui ne font pas partie des milliards qui fuient là, de manière hémorragique? Bien, il revoit à la baisse le taux d'imposition sur les entreprises. Au palier fédéral, par exemple, le taux d'imposition des entreprises, seulement au palier fédéral, là, il était de 38% en 1981, il est de 15% aujourd'hui. Même ici, dans cette province qui est très libérale de ce point de vue-là, en 2000, le taux d'imposition provincial en Alberta sur les entreprises était de 15%. Pendant longtemps, il est tombé à 10%, puis là, grâce au nouveau gouvernement, on l'a rehaussé à 12%. Mais ça fait que les entreprises, en principe, elles paient ici 27% d'impôts. Avant, je veux dire, quand elles ne profitent pas de tous ces stratagèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire inscrire sa voiture de fonction dans un paradis fiscal puis la louer à son entreprise, ou bien, par exemple, mener des travaux ici, avoir des clients à l'étranger. D'Edmonton, on envoie la marchandise, mais la facture part de la Barbade. Et elle est acquittée auprès de la filiale barbadienne, ce qui fait que c'est là que les capitaux seront engendrés. Et on va payer 0,25% d'impôt sur le capital, on va rapatrier les fonds ici, et en vertu de l'accord de non-double imposition entre le Canada et la Barbade, on va dire au gouvernement canadien, j'ai déjà payé des impôts sur ce capital-là, 0,25%, c'est dégueulasse, je ne vais quand même pas payer 2 fois, et à ce moment-là, on rapatrie les fonds en franchise d'impôt. Donc, d'une part, il y a ces fonds qui fuient à pleine porte, d'autre part, il y a les capitaux qui restent qui sont moins imposés parce qu'on est en concurrence. Et on fait disparaître des impôts aussi. La taxe sur le capital, par exemple, au Québec, a complètement disparu dans maints secteurs, alors que c'est une taxe qui rapportait beaucoup. D'autres types d'impôts ont disparu. Des programmes de report d'impôts ont été créés de sorte qu'on puisse parfois repousser au calendrier grec le moment de régler son dû quand on est une grande entreprise. Le troisième coût public concerne la dette. Qu'est-ce que font les gouvernements quand ils n'arrivent pas à boucler le budget? Ils empruntent. Ils empruntent parce qu'ils n'ont pas assez de revenus. Ils n'ont pas assez de revenus parce qu'ils n'imposent plus le capital. Et c'est même le monde à l'envers, c'est qu'on se trouve à imposer des instances, à emprunter des instances qu'on n'impose plus. Et c'est le monde à l'envers parce que là, ce sont les contribuables qui financent le grand capital parce que le grand capital leur permet de boucler le budget collectif. Donc, chaque année, les contribuables envoient de l'argent au grand capital parce qu'on n'arrive pas à les imposer, parce qu'on ne le fait pas, tout simplement, parce qu'on ne le décide pas. Le quatrième point concerne les tarifs. De plus en plus, les gouvernements imposent des tarifs sur des services qui ont déjà été payés comme contribuables. Les Canadiens se trouvent à payer leurs services 2 fois, comme contribuables, comme utilisateurs. Et on a entraîné la pensée collective dans tout ce jargon de la gouvernance qui consiste à présenter tout le monde comme un partenaire puis un client, comme si tout relevait des activités privées. On va dans une bibliothèque publique, on se fait dire qu'on est un client, par exemple, alors qu'il n'y a aucune activité commerciale en jeu, tout simplement pour nous habituer à payer les prestations qu'on nous offre, alors que certaines d'entre elles l'ont été bien largement comme contribuables. Mais le problème, c'est que comme les entreprises paient de moins en moins d'impôts et contribuent de moins en moins à l'assiette fiscale, c'est-à-dire au trésor public, au Canada, par exemple, là, grosso modo, les entreprises financent à peine 10% des dépenses publiques. Les particuliers, c'est 50%, puis j'aurais envie de dire plus de 60% si on compte la taxe de vente qui est largement payée par la classe moyenne. Donc, vous voyez à quoi on en vient. Puis le cinquième point, le cinquième coût, sur ce grand enjeu qu'est la fiscalité, ce cinquième coût, a trait à la qualité des services. On fait disparaître des services d'aide aux devoirs, des services de soutien pour les personnes handicapées, les services de santé sont moins efficaces qu'avant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier point. Très souvent, les entreprises vont dire « Ah oui, mais vous comprenez, il faut oxygéner le capital. » J'avais entendu un jour un professeur d'administration dire que le capital a besoin d'être oxygéné.
Et moi, j'ai tendance à répondre qu'il il y a tellement d'oxygène qu'il est dopé au nitrox. Là. Il y en a trop. Là. Il plane complètement. Les entreprises aujourd'hui, l'espèce de pensée somnambule de l'idéologie économétrique là, consiste à dire que si on allège le fardeau de l'impôt des entreprises, si on leur donne les coups des franges, si on leur laisse jouir de beaucoup de liquidités, elles vont investir, elles vont créer des emplois, ça va être bon pour tout le monde. C'est la théorie du ruissellement. Jamais, quand on revoit à la baisse le taux d'imposition, on va exiger formellement qu'il y ait cette création d'emplois. Là-dessus, je veux dire, nos représentants sont très étourdis quand ils négocient. Qu'est-ce qui se passe en réalité avec ces fonds que les entreprises se trouvent à avoir du fait d'être déchargées d'obligations fiscales massives? Ben d'abord, elles le placent à la banque. Parce qu'il arrive des moments où les entreprises ne savent plus quoi faire de leur argent, littéralement. Les entreprises ont dans leur compte bancaire, de la même manière que nous, on va porter notre chèque de paye là, à la banque, là, les entreprises ont au Canada, cumulativement dans leur compte bancaire, 630 milliards de dollars. Donc, si elles veulent investir, là, il y a un bas de laine de 630 milliards de dollars qui est à la banque, qui est à leur disposition, souvent déposé d'ailleurs dans des banques étrangères. Là-bas. Sinon, quand elles investissent, parce que ça leur arrive aussi, bien sûr, ça sera souvent dans des produits financiers qui n'ont aucun intérêt pour la population, c'est-à-dire que dans des fonds à risque aux îles Caïmans, on va investir sur le prix du pétrole dans 5 ans, on va acheter des produits à terme, on va jouer sur le blé, on va jouer sur le riz, on va jouer sur des matières qui sont pourtant fondamentales pour les populations, ce qui a expliqué ce qu'on a appelé dans les pays du Sud la vie chère ces dernières années, parce que tout d'un coup, les denrées ont explosé, parce que Glencore et des fonds spéculatifs comme ça sur les matières premières jouaient comme au casino. À partir de ces produits-là, se les revendaient, se les achetaient plus cher, spéculaient, donc ça faisait monter artificiellement les prix. Et quand ils n'investissent pas dans la finance, mais qu'enfin, ils placent leurs fonds dans la production de biens pertinents, des tables, des chaises, du tapis, des fenêtres, des ponts, des routes, des briques, des choses qui sont utiles, eh bien, ces entreprises-là vont faire tout simplement ce qu'on apprend à faire dans les écoles de commerce. C'est-à-dire qu'elles vont considérer le travail strictement comme un coût, de la même manière qu'on considère l'impôt comme un coût, et on va aller là où le coût du travail est le moindre, c'est-à-dire dans des zones franches, qui sont les paradis fiscaux du travail, en Haïti, en Jamaïque, au Bangladesh, en Inde, en Chine. Et c'est ce qui explique la délocalisation des entreprises, la mondialisation économique. C'est là qu'on va investir, simplement parce qu'on peut avoir un enfant qui va travailler à 50 cents par jour, si ce n'est pas par semaine, pour faire ce qu'un employé ici fera avec des exigences dans un pays qui, du fait de lutte sociale et un certain succès social, a pu avoir des règles. On ne peut pas tout faire. Dans une zone franche, on peut tout faire. Donc ça, c'est mon premier point. C'est la question fiscale. Ça, c'est plus on avance dans la réflexion sur les paradis fiscaux, plus grave est le problème. La question fiscale, c'est le moins embarrassant. Mais je vous promets, on n'arrivera pas au stade du suicide collectif. Là, habituellement, je m'arrête avant. Donc, ça, c'est le premier point, la fiscalité. Deuxième point concerne, disons, les enjeux socio-économiques. Ce qui vaut pour la fiscalité vaut, hélas, pour tous les domaines d'activité. Et c'est pour ça que, personnellement, je n'apprécie pas tellement la notion de paradis fiscal, je l'utilise par commodité, parce que déjà, l'expression paradis fiscal relève de l'humour noir. L'expression paradis fiscal est un recyclage de l'esthétique coloniale parce que les paradis fiscaux sont souvent d'anciennes colonies et quand les premiers comptables ont eu à désigner ces États un peu bizarres qu'étaient les paradis fiscaux, ils ont recyclé toute l'esthétique de ces îles exotiques et lointaines où toute licence était permise avec des cannibales, des vaïnés, des cocotiers, des bons. On a repris toute cette esthétique-là pour désigner les paradis fiscaux. Hein? Et outre le caractère inadmissible là, de toutes ces références, c'est une notion qui est fort peu parlante. Et moi, je préfère parler de législation de complaisance. De législation de complaisance en montrant qu'au fond, les paradis fiscaux et les législations de complaisance, cette catégorie plus large, comprend un grand nombre de pays et de législations qui prévoient des avantages dans tous les secteurs d'activité, à l'instar de ceux qu'on observe dans le domaine fiscal.
S'il y a quelques 80 ou 90 législations de complaisance dans le monde, c'est parce qu'elles ont chacune leur expertise. Je les compare à des boutiques dans un centre commercial. Chaque paradis fiscal, chaque législation de complaisance offre des produits particuliers, des structures particulières, des services particuliers. Si, par exemple, pour quitter le domaine fiscal à proprement parler, là, si des acteurs œuvrent dans le domaine de l'assurance et veulent contourner les règles qui régissent l'investissement des fonds que les épargnants confient aux gestionnaires, dans le domaine de l'assurance, on ira aux îles turques et caïques, parce que les îles turques et caïques sont la boutique spécialisée dans la réassurance, et ils permettent aux compagnies d'assurance de se réassurer et de transférer des fonds là-bas, à partir desquels on pourra mener des opérations, par exemple, d'investissement, sans avoir à être soumis au contrôle qui est celui en vigueur dans des États traditionnels comme le Canada, les États-Unis, l'Espagne, la France, l'Allemagne, ainsi de suite. Le Japon, le Brésil. Si des acteurs sont actifs dans le domaine du narcotrafic et veulent blanchir des fonds issus du narcotrafic, bien, ils iront au Panama, avec la zone franche de Colonne, ainsi de suite. C'est l'endroit rêvé pour blanchir des fonds issus du narcotrafic. S'il s'agit d'investir d'une manière risquée, préférablement l'épargne des honnêtes gens, on peut aller aux îles Caïmans où là, on peut créer des hedge funds, des fonds de couverture qui permettent sans contrôle, d'une manière opaque, de gérer des capitaux sur un marché financier avec des algorithmes d'une manière complètement débridée. Et encore une fois, il n'y a pas de supervision. En ce qui concerne le travail, j'en ai parlé, ce sont les zones franches. Hein, Caracol en Haïti, Kingston en Jamaïque, le Bangladesh, ainsi de suite. Ce sont des zones dans lesquelles, c'est un zonage, là, ce sont des zones dans lesquelles il est prévu que des entrepreneurs puissent créer une usine sans respecter quelque loi du travail que ce soit. Parfois, il y a un salaire minimum absolument dérisoire, il n'y a pas le droit à la syndicalisation, il n'y a pas de normes du travail. Et donc, vous avez des bateaux qui arrivent, qui débarquent des conteneurs avec des pièces, par exemple, qu'on va assembler à toute vitesse, on va les remettre dans les conteneurs et le bateau va continuer son chemin. Et on aura payé à peu près rien les indigents qui en sont à travailler là. Même chose pour les bateaux, les navires de transport. Plus de 70% des navires de transport font ce qu'on appelle battre pavillon de complaisance, c'est-à-dire qu'ils sont immatriculés dans des législations de complaisance qui sont les ports francs, c'est-à-dire, si vous voulez, les paradis fiscaux du transport maritime. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un armateur qui enregistre son navire au Canada ou en France ou en Italie doit normalement respecter un certain nombre de normes en ce qui concerne l'entretien des navires, le travail, les conditions de travail des marins, le traitement des déchets, ainsi de suite. Du moment que le navire est enregistré au Panama, au Libéria, ou si c'est un pétrolier ou une plateforme pétrolière aux îles Marshall, ces lois-là disparaissent. Et en droit international, l'armateur n'a à respecter que les lois du pays où est immatriculé le bateau ou le navire. Donc, vous voyez comment se réalise ce qu'une experte en matière d'anti-blanchiment, Marie-Christine Dupuis-Danon, qui a travaillé à l'ONU longtemps, a dit, à savoir qu'aujourd'hui, lorsque l'administrateur d'un grand groupe multinational, par exemple, a en tête de commettre une activité délictueuse, la question n'est plus de savoir si le dessin est illégal ou pas, mais de savoir où est-ce qu'on peut s'enregistrer pour que ce projet-là devienne légal. Les paradis fiscaux et les législations de complaisance vendent de la légalisation. Ce qui est illégal quelque part devient légal ailleurs, que ce soit dans le domaine de la finance, de l'assurance, du transport. On pourrait parler du droit de propriété intellectuelle avec l'Irlande. Pendant longtemps, l'Irlande était aussi, c'est moins le cas aujourd'hui, le paradis fiscal des artistes qui ont des gros cachets. Tout d'un coup, dans les années 90, on a vu des artistes se prendre de passion pour l'Irlande. Tout d'un coup, ils y allaient tous enregistrer domicile parce que les droits d'auteur n'étaient pas imposés. Et vous voyez donc que le régime des paradis fiscaux offre aux administrateurs de grandes entreprises un système de tricherie à la carte. On dit, bon, selon ce que je fais, où est-ce que je vais aller pour éviter ce qui me contraint là où je suis. C'est le deuxième point. Je ne
ne sais pas combien de temps j'ai, ça file. Hein. Normalement, il faudrait que je conclue, c'est ça? C'est intéressant, je pense que vous continuez. 10 minutes, peut-être? 10 minutes. Ouais. Bon, le troisième point, je vais aller un petit peu vite, mais le troisième point, il concerne les filières criminelles. Je l'ai un peu évoqué dans le deuxième. Les grands barons de la drogue, les trafiquants d'armes, les responsables de la filière hyper rentable de la prostitution, les responsables de la corruption dans le domaine pétrolier et minier, par exemple, dans l'agroalimentaire, n'ont pas inventé les paradis fiscaux. Ce n'est pas un complot criminel, les paradis fiscaux. Il reste que pour tous ces gens-là qui gèrent un produit criminel brut qui se compte en milliers de milliards de dollars annuellement, là, pour eux, les législations de complaisance sont une aubaine politique. Imaginez là, un trafiquant de drogue de la Colombie ou un marchand d'armes russe qui voit se déployer devant lui un régime de pays sans loi, opaque, sans impôts, sans contrôle, où le métissage des fonds est un jeu d'enfants. On vend des armes un jour, on prend ces fonds-là, on les place ensuite dans l'immobilier. De l'immobilier, on les déplace dans l'huile d'olive. On a des subventions de l'État pour exploiter ces champs. Et après ça, de cette activité-là, on transige la cocaïne. Puis bon, tellement que Jean de Maillard, qui est un juge français en exercice, et qui écrit des livres sur les paradis fiscaux, tout juge qu'il est, ça se fait en France, a écrit, comme juge, qu'il ne peut plus, lui, aujourd'hui, étant donné cela, faire la distinction entre ce qui est criminel et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que lorsque une société minière dit, voilà, nos actifs sont de temps, il y a un rapport annuel, on a quelques colonnes, très peu de chiffres, voilà notre bénéfice cette année, il n'est pas possible de savoir quelle est la part criminelle de ce bénéfice-là. Parce que les paradis fiscaux, étant donné le secret bancaire, étant donné l'absence de loi, étant donné l'opacité, permettent de gérer conjointement, ce qui se fait couramment dans le domaine pétrolier et minier, notamment, le trafic d'armes, la corruption politique, le financement de mercenaires et l'activité commerciale courante, c'est-à-dire fournir de l'essence ou des minerais à d'honnêtes consommateurs. Le quatrième point, ça c'est le troisième point, c'est-à-dire que les législations de complaisance favorisent les filières criminelles d'une manière exponentielle. Et le Canada, là aussi, est complice à sa manière. Il a signé en 2010 un accord de libre-échange avec le Panama. Moi, j'en suis pas revenu. En français, il y a eu un seul texte sur cette question-là. C'est moi qui l'ai écrit avec Claude Vaillancourt au Québec, dans Le Devoir. Et je suis allé dans une commission parlementaire et dans une commission sénatoriale, à 2 reprises, dire aux parlementaires canadiens, vous ne savez pas ce que vous faites, et si vous le savez pas, vous êtes incompétent, puis si vous le savez, vous êtes cynique. Parce que vous êtes en train d'intégrer l'économie canadienne à cette lessiveuse de fonds issus du narcotrafic qu'est le Panama. Vous savez qu'au Panama, il y a des fonds issus du narcotrafic. Vous savez que lorsque des Panaméens investiront au Canada, parce que c'est bien ce que favorise un accord de libre-échange, c'est des transferts financiers, quand dans le domaine pétrolier, minier, dans l'immobilier, dans la pêche, dans quoi que ce soit, les investisseurs panaméens investiront, vous saurez que vous intégrez de l'argent de la drogue à l'économie canadienne et vous en êtes fort satisfait, manifestement. Quatrième point, je vais vite là-dessus, ce serait une conférence en soi, c'est la perte de souveraineté politique. La souveraineté, qu'est-ce que c'est en pensée politique? C'est le pouvoir qu'a une autorité de prendre des décisions au nom de la collectivité. C'est un pouvoir de décision, la souveraineté. Un exemple banal, quand un État décide qu'on ne fume plus dans les lieux publics, c'est une décision qui s'ensuit d'un effet, on ne fume plus dans un lieu public. Une décision, il y a un effet. Il est souverain. Il a pris une décision qui s'ensuit d'un effet. Si on décidait aujourd'hui ici d'abolir la peine de mort au Texas, il ne s'en suivrait rien parce qu'on n'est pas souverain en la matière. On ne peut rien décider qui ait un effet dans l'histoire. Bon, être souverain, c'est prendre des décisions qui ont un effet dans l'histoire. Bon. Aujourd'hui, il y a des acteurs privés, des banques, des institutions financières, des grandes entreprises, des grands détenteurs de fortune qui, dans les paradis fiscaux, deviennent les souverains.
C'est-à-dire qu'ils sont dans les paradis fiscaux capables de prendre des décisions qui produisent des effets dans l'histoire. Mobiliser des mercenaires au Sierra Leone, corrompre des dictatures, fixer le prix des cours de 1001 matières, opérer le trafic d'armes, vendre ou acheter des obligations d'épargne de façon à faire crouler les États. Vous avez vu, la Grèce, par exemple, être incapable de souveraineté politique dans les derniers mois parce qu'il y avait des appareils devant elle tout à fait officieux, capables de la faire plier et de lui dire « Vous n'avez pas la souveraineté en ce qui concerne vos propres affaires. » Ce serait en soi une question, c'est-à-dire que ce qu'on appelle, dans la théorie politique, on lit des auteurs très différents, là, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Machiavel, Hume, peu importe, Spinoza, tous ceux qui ont pensé la raison d'être de l'État ont toujours au moins dit une chose, là-dessus ils s'entendent avant de se disputer, c'est que l'État vise à sortir les êtres humains de l'état de nature, de la loi de la jungle. Hein? C'est que sans ce pacte, ce contrat social, comme dit Rousseau, il n'y a pas de règle qui fait qu'on peut vivre en société. Donc, on est toujours en train de s'entretuer pour un bout de gras si on regarde les choses de manière un peu pessimiste comme Hobbes. Cela dit, le problème avec les paradis fiscaux, c'est qu'ils constitutionnalisent l'état de nature. C'est qu'ils nous replongent dans l'état de nature, mais en plus avec l'encadrement d'un État qui le garantit en droit. C'est aussi fou que ça. Et ce que j'aurais pas le temps de vous dire, c'est à quel point, dans les années 1950-60, les Canadiens ont été centraux dans la constitution de ce régime des paradis fiscaux. Je peux vous faire un peu comme Jules Verne a fait le tour du monde en 360 jours. Là. Je peux essayer en 360 secondes, essayer de faire le tour de cette petite histoire. Mais faisons-la vite. 19e siècle, déjà des échanges commerciaux intenses entre les provinces des Maritimes et les Caraïbes. On échange du rhum contre du poisson, du sucre, ainsi de suite, des céréales, bon. Et aussi, Londres confie à une banque d'Halifax, la Halifax Banking Company, le soin de gérer tout le secteur bancaire dans les colonies britanniques des Caraïbes. Donc, ce sont des banquiers canadiens d'Halifax qui font la compensation, qui fournissent des devises, qui fournissent des informations de type bancaire. Donc, les banquiers à l'origine sont canadiens. Et très souvent, ils favorisent des grands groupes du Nord au détriment des petites coopératives ou des petits acteurs du Sud. Un petit pêcheur de la Barbade, s'il veut un prêt, il ne l'aura pas. Mais les grandes entreprises étrangères, elles, les auront. Les banques canadiennes, à l'époque, ne se considèrent même pas canadiennes. Elles se disent anglaises, écossaises, irlandaises, américaines, françaises. Et le Canada, pour eux, c'est juste un point d'enregistrement, de la même manière que pour un banquier suisse, le Bahamas, c'est juste un point d'enregistrement. Et l'avantage qu'ont les banques canadiennes, et c'est pour ça qu'elles seront si présentes jusqu'en 1960, et 90% des banques des Caraïbes seront canadiennes, c'est qu'aux États-Unis, jusque dans les années 1930-1940, il est impossible en droit pour une banque américaine d'avoir des activités à l'extérieur des États-Unis. Alors, quand les entreprises américaines veulent agir à l'extérieur des États-Unis, elles passent par le secteur bancaire canadien. Alors, les banques canadiennes sont créées dans les Caraïbes, souvent dans des contextes dictatoriaux, notamment à Cuba, République dominicaine, ainsi de suite, Nicaragua. Il y a des dictateurs là, sanguinaires qui sont là, qui accueillent des banques canadiennes qui, elles, fournissent les capitaux dont ont besoin des groupes américains comme United Fruits ou encore des investisseurs canadiens comme Van Horn, Aitken et d'autres dans le domaine des travaux publics ou de l'énergie, de façon à générer une activité qui ne soit pas locale, mais qui soit impérialiste, colonialiste. Et c'est ce qui fait que les banques sont déjà là quand vient le temps, là c'est la dernière volet de mon exposé, en 1960, d'en faire des paradis fiscaux. Pourquoi en 1960? Parce qu'il y a eu entre-temps la Deuxième Guerre mondiale et le plan Marshall, c'est-à-dire des milliards de dollars que les États-Unis ont déversés sur l'Europe sans aucune autorité. En 1950, c'est la première fois que des banquiers en Europe gèrent des capitaux qui ne sont pas libellés dans la devise de leur pays. Les banquiers français, allemands, espagnols, britanniques gèrent des dollars. Et c'est à cette époque que les Américains disent « Le dollar, c'est notre devise, mais c'est votre problème. » Parce que c'est à vous de faire en sorte que ce soit une monnaie forte, parce que tout le monde en a aujourd'hui.
Puis nous, on ne les récupérera pas, ces dollars-là. Ils vont rester à l'échelle internationale, ils vont rester la devise internationale. Et là, les banquiers canadiens présents dans la Caraïbe ont compris en attirant ces capitaux-là dans les Caraïbes, on pourrait gérer ce qu'on a appelé la planète financière, c'est-à-dire des capitaux hors de tout contrôle. Et ça, c'était en même temps qu'à Cuba, la révolution castriste amenait la mafia américaine à blanchir les capitaux dans des casinos qui étaient plus cubains, puisque en 1959, ça allait mal pour eux, mais aux Bahamas, aux îles Caïmans, en Jamaïque, à Trinité et Tobago, ainsi de suite. Je vous fais une histoire un peu rapide, mais pour la synthétiser absolument, on peut nommer un personnage, Sir Stafford Sands. En 1965, il était ministre des Finances des Bahamas, donc responsable de tout le secteur qui est en train d'attirer les euro-dollars. Il était aussi ministre du Tourisme, donc responsable de tous les casinos qui blanchissaient les fonds criminels venant du crime organisé aux États-Unis. Et il était aussi membre du conseil d'administration de la Banque royale du Canada. Donc, il pouvait, le jour, aménager la législation qui était conforme aux rêves qu'avait l'entreprise bancaire qu'il avait pour mandat de gérer le soir. Pendant ce temps-là, celui qui aménageait comme conseiller les lois fiscales nouvelles et le secret bancaire aux îles des Bahamas, c'était Donald Fleming, un ancien ministre des Finances du Canada, sous Diefenbaker. Un haut placé du Parti conservateur, Jim McDonald, fera de même aux îles Caïmans, tandis que le premier gouverneur de l'histoire de la Banque centrale du Canada, Graham Towers, lui, donnera l'impulsion de nouvelles lois bancaires et des lois sur les corporations et la zone franche en Jamaïque. Sans parler de l'accord avec la Barbade, qui a créé toute pièce la Barbade comme paradis fiscal des Canadiens, sans parler des îles turques et caïques, hautement criminogènes, qu'on a voulu intégrer au Canada comme sa 11e province, sans parler de Trinité et Tobago, qui est absolument colonisée par les Canadiens. C'est des Canadiens qui gèrent l'armée, la police, l'eau, les soins de santé, et ainsi de suite, et le reste des interventions militaires qui ont eu lieu dans l'histoire quand les peuples se soulevaient parce qu'ils ne pouvaient pas avoir accès au capital alors que les entreprises, elles, pouvaient. On a envoyé l'armée régulièrement dans les Caraïbes au début du 20e siècle jusqu'en Haïti il n'y a pas si longtemps. Ce n'est pas étranger à nos pratiques. Et le Canada lui-même, se faisant, dans son évolution, s'est mis à ressembler aux paradis fiscaux, lui, à s'inspirer de ces créatures, dans le domaine minier notamment. 75% des sociétés minières mondiales sont canadiennes. C'est notre niche fiscale à nous. On vient d'Australie, de Suède, d'Israël, de Belgique, de France, des États-Unis pour s'enregistrer ici quand on exploite des minerais qui sont au Congo, en Tanzanie, au Chili, en Argentine, en Colombie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Indonésie, en Roumanie, en Turquie. Et on utilise simplement le cadre législatif canadien parce que, comme tout paradis fiscal, le Canada offre dans ce secteur-là tous les avantages qu'on peut s'imaginer pour ce secteur particulier-là. Impôts, finances, investissements, diplomatie, protection légale, secret, opacité, tout ça, c'est nous, ça. Et donc, on en est là. Donc, on a, d'une part, les populations payent le prix, si je récapitule. Nous avons, historiquement, comme membres de ce pays, comme citoyens, si je puis dire, de ce pays, une responsabilité historique. Et en plus, on est en train nous-mêmes de se conformer au modèle et d'attirer des capitaux sur cette forme terrible, parce qu'on comprend bien que si on continue dans ce sens-là, on sera engagé dans une spirale et on va se retrouver dans un État qui est celui qu'on voulait quitter quand on a pensé à la constitution des États démocratiques. Merci de votre attention.